peut-être vu cet article hier où on parlait d'une odeur d'huile dans une maison d'une célébrité québécoise et que là, il y avait un recours contre l'ancien propriétaire étant apparemment un vice caché. On met de côté cette cause-là, mais on s'intéresse au sujet principal, les vices cachés. Vous êtes propriétaire d'une maison? Vous avez toujours été soucieux de découvrir à un moment donné peut-être quelque chose qui clochait dans votre résidence. C'est quoi vos recours? Comment on découvre un vice caché et qui on poursuit par la suite? On a invité, Georges, deux spécialistes spécialisés en droit immobilier qui vont tenter de nous éclairer ce matin. Alors, je vous présente à gauche Maître Martin Janson, avocat spécialisé en droit immobilier, et à votre côté aussi M. Stephen Schenke, spécialisé aussi en litige immobilier et ex-bâtonnier du barreau de Montréal. Les vices cachés, est-ce que c'est des causes fréquentes que vous voyez passer au palais de justice? C'est évident. Après les divorces, c'est le recours le plus souvent déposé devant nos tribunaux civils au Québec. Ça donne une idée? Oui. Ouais. Il y en a énormément. Les principales causes de vices cachés, c'est quoi? Les principaux sujets en litige? Ça tourne souvent autour des infiltrations d'eau dans les maisons, très souvent au sous-sol, et qui vont entraîner un tas de conséquences, comme par exemple des problèmes de moisissure dans les immeubles. Pour inclure tout le monde dans la discussion, allons-y avec un premier tableau qui décrit c'est quoi un vice caché. Il y a 4 critères importants, si je ne me trompe pas. Il faut que ce soit un non apparent, être grave au point qu'il empêche l'usage du bien ou en diminue la valeur, doit aussi exister au moment de la vente de la propriété, et doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. Mais le vendeur, lui, s'il le connaît, le vice caché, et qu'il ne le déclare pas, est-il responsable? Votre question est un peu complexe, mais ça mérite peut-être déjà de démystifier une espèce de légende urbaine qui circule. Le vice caché, ce n'est pas seulement le vice que cache un vendeur de mauvaise foi. Ça peut arriver, mais ça ne sera pas nécessairement le cas. Le vice caché, d'abord, c'est simplement le contraire d'un vice apparent. Et le Code nous dit qu'est apparent le vice qui peut être détecté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Alors, si en plus... On devrait le voir, là, visiblement. Ou quand l'inspecteur fait la visite de la maison, il devrait le voir. Mais voilà. Mais si on vient sur la question du vendeur, parce que tout le monde, ou à peu près, là, a vendu ou va vendre une maison, un condo dans sa vie, on a peur d'être responsable, même si on ne sait pas qu'il y avait un problème. Or, on le serait responsable. On serait responsable. C'est un principe fondamental de notre droit civil. Quand on vend quelque chose, il y a une garantie. Même si on n'est pas l'entrepreneur, on ne l'a pas construit, l'immeuble, on le vend. Vous avez, par le fait de la loi, une garantie à donner à votre acheteur. Il n'y a pas de limite de temps là-dessus? Il n'y a pas de limite de temps, dépendant de la nature du vice. Une fondation, c'est supposé de durer pour 100 ans. Si la fondation est affectée par une vice, même si on était propriétaire de cette maison-là il y a 17 ans, on peut être poursuivi parce que la vie normale d'une fondation, c'est plus que 17 ans. C'est 100 ans et 150 ans. Admettons que vous vendez à M. Janson une maison et que moi, je lui achète la maison. Et une fois dans la maison, 4, 5, 6 ans plus tard, je me rends compte que de la pyrite, que ça brise ma fondation, que tout craque. Qu'est-ce que je fais? Je le poursuis lui, et lui vous poursuit, ou je poursuis vous parce que j'ai su que c'est vous qui lui avez vendu? Comment ça fonctionne? La toute première chose à faire, là, qui est vraiment une condition sine qua non à pouvoir avoir un recours en vice caché, c'est la dénonciation écrite du vice que je viens de découvrir. OK. Et à qui je l'adresse? Bien, je l'adresse évidemment à mon vendeur. Mais je pourrais également le dénoncer aux précédents propriétaires, à tous ceux qui ont fait partie de la chaîne de titres. Donc, je vous envoie une lettre enregistrée qui dit hey, il y a un problème dans ma maison, on va s'en reparler bientôt, mais visiblement, il y avait un vice caché. C'est voilà, ça? C'est pas obligé d'être une lettre de bêtise. Ça peut être une lettre, écoute, je suis désolé, je viens de découvrir tel problème, que je décris le mieux que je peux, et j'invite surtout mon vendeur à venir voir qu'est-ce qu'il y en a. Habituellement, comment ça se règle? Les parties s'entendent ou il n'y a pas de cas de... Mais normalement, il y a une inspection technique parce que la vis doit être confirmée normalement par un expert, un ingénieur, un architecte qui va confirmer selon les règles de l'art au moment que la maison a été construite, il y a eu une vis. Et si les experts sont d'accord, normalement, les négociations se poursuivent. Et on va tenter de régler à l'amiable, mais sinon, le seul autre recours, c'est de soumettre le cas devant un juge. Je dis ça comme ça, vous êtes des avocats, vous gagnez votre métier, évidemment, en étant avocat, ça coûte quand même pas mal d'argent, être couvert par un avocat, ça amène à des bons résultats très fréquemment, mais quelqu'un qui n'a pas nécessairement les sous,
compte tenu de la gravité du vice caché, est-ce qu'il doit vraiment faire affaire avec un avocat pour arriver à ses fins? C'est difficile. C'est sûr qu'il y a toujours le recours à la Cour des petites créances, Ouais. mais dont le plafond sera limité à 7 000 pour l'instant. À tout le monde. OK. Ça sera appelé à changer dans les prochains mois. Mais c'est sûr qu'il faut abdiquer sur une grande partie de ces dommages quand on dit j'ai pour 25 000 de dommages et malheureusement, parce qu'il m'en coûtera trop cher d'avoir recours à un avocat, je me rabats sur la Cour des petites créances. Par contre, c'est sûr que même quand on est rendu devant les tribunaux, il reste un espoir de régler son dossier hors cours, et notamment par le biais d'une nouvelle procédure, je dis nouvelle, mais elle n'est plus nouvelle, là, mais qui s'appelle la conférence de règlement à l'amiable et qui permet très, très souvent des solutions du litige. OK. Je reviens sur la notion de vice caché. Vous parlez d'infiltration d'eau, toutes sortes de pyrites, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Où s'arrête, disons, la construction bâclée, puis où commence le vice caché? Par exemple, si on découvre en ouvrant un mur qu'il manque de la laine minérale, l'isolation n'a pas été parfaite. Il y en a, mais c'est pas parfait. Est-ce que c'est un vice caché, ça? Ça peut être une vis cachée si, au moment de l'année de construction de la maison, les règles de l'art exigeaient un certain type d'isolation. OK. Alors, la notion de vice caché est une question de malfaçon ou le non-respect des règles de l'art au moment de la date de construction. qu'on peut identifier, Et les puis normes décrire. changent dans le temps. Donc, une fondation qui est construite il y a 100 ans, il n'y a souvent pas d'empiètement sous ces fondations. Alors, On peut pas ça exiger peut la même affecter la chose. nature OK. du vice. Mais je rajouterais dans votre D'où- question D'où la nécessité d'avoir un expert qui examine. la notion de gravité. Hein. Vous avez donné les 4 critères du vice caché. C'est qu'admettons un simple manque d'isolation, encore faudra-t-il qu'il entraîne un déficit. Il faut qu'il soit que ce soit grave. sérieux. C'est ça. Exactement. là. OK. C'est pas juste parce que c'est un petit peu plus froid l'hiver que j'aurai automatiquement un recours. Les maisons qui ont servi à produire de la marijuana, là, qui sont vendues, là, et ça, c'est caché par l'agent ou par le vendeur. Est-ce que ça devient un vice caché quand on découvre des semaines après qu'il y a encore de l'odeur dans la maison? Ben, ça pourrait l'être en autant que le vice, pour revenir à votre premier critère, Ouais. était bel et bien caché. C'est-à-dire qu'il faut que l'acheteur prudent et diligent n'ait pas pu le détecter lors de ses visites prudentes et diligentes de la maison. Prudent et diligent, là, concrètement, c'est quoi? Donnez-moi un exemple. Là. Avoir les yeux ouverts, être à l'écoute de ses L'inspection, sens. on paye une inspection, là. Oui, c'est pas Ça ça. vaut quoi, ça? Effectivement. En ayant recours à un inspecteur pré-achat, on rencontre notre fardeau de diligence. Alors, je ne m'y connais pas dans le domaine OK. du bâtiment. Je m'engage un inspecteur C'est un pré-achat. engagement comme quoi on a bien fait les choses. Mais Denis Clapp m'écrit, il me dit, il est supposé de protéger l'inspecteur, entre guillemets. Ouais. Puis finalement, quand tu te rends compte qu'il y a un vice caché, tu fais affaire avec lui, puis il dit, ah, ben ça, je l'avais pas vu. Est-ce qu'il y a une responsabilité, l'inspecteur? Il peut avoir une responsabilité de l'inspecteur. Il y a des causes où les inspecteurs ont été tenus responsables. Mais sur la nature du vice, si un inspecteur ne trouve pas, un expert ne trouve pas le problème lors d'une inspection, ça vous aide comme acheteur parce que Ça le prouve fardeau que de c'est vraiment prouver, caché. un expert Ouais. l'a pas trouvé, Parce que lui, de il plus ouvre pas forte les murs, raison, là. c'est caché. Voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que l'inspecteur pré-achat, il n'y a pas des yeux à rayon X, il ne va pas défaire les murs de gyps, il va pas... Alors, il utilise tout comme vous, tous ses sens, mais par ses connaissances supérieures, Il peut détecter des choses. ben, lui, il y a des indices qui n'allumeront pas l'acheteur normalement. Ben, merci, prudent et messieurs, diligent. pour ces précisions ce matin. Alors, courage. Si vous vivez cette situation-là, je pense qu'il peut y avoir des ressources externes qui peuvent vous appuyer, vous aider là-dedans. Et vos 5 sens peuvent être utiles aussi. Alain Morisseau sera avec nous.